nous avons construit l'œil le plus avancé de l'histoire. Un miroir en or de 6,5 mètres. Nous l'avons envoyé à 1 500 000 km de nous pour qu'il trouve des réponses à nos questions les plus fondamentales. Mais le paradoxe, c'est qu'il ne nous a apporté que des crises plus profondes. Le télescope Webb devait résoudre ce fameux désaccord sur la vitesse d'expansion de l'univers. Mais il n'a fait qu'accentuer l'écart impossible de 5 sigma entre 67 et 73. C'est pourquoi notre modèle cosmologique ne fonctionne plus. Webb a aussi trouvé des trous noirs 300 fois plus massifs que leur propre galaxie. Pourtant, ce ne sont pas ces contradictions qui sont les plus troublantes. Le vrai problème, c'est la façon dont ces découvertes invalident nos chiffres les plus fondamentaux. Si toi aussi, tu es enthousiaste à l'idée de te tenir au bord des plus grands mystères de la science, alors, appuie sur le bouton « J'aime ». Car maintenant, tu vas voir comment notre plus grand télescope a créé notre plus grande crise. Nous commençons. Pendant des années, les scientifiques ont cru à une histoire simple et calme sur la croissance de l'univers. Ils pensaient que tout avait commencé lentement, qu'après le Big Bang, il ne devait y avoir que de petites et faibles taches de lumière, des galaxies minuscules qui commençaient à peine à se former. Mais une machine garée à 1 500 000 km de la Terre a tourné ses yeux vers l'obscurité. Et ce que cette machine a vu a bouleversé toutes les règles que nous connaissions. Car cette histoire de commencement calme et lent était complètement fausse. Au centre de ce changement se trouve l'idée d'une machine capable de remonter le temps. En fait, nous avons construit une telle machine, et son nom est le télescope spatial James Webb. Les gens l'appellent simplement Webb, car ce télescope est l'œil le plus puissant que l'humanité ait jamais lancé dans l'espace. Et sa mission principale est assez étrange. Il chasse une lumière plus vieille que la Terre. Une lumière plus vieille que le Soleil. Une lumière presque aussi vieille que l'univers lui-même. L'astuce qui rend cela possible est très simple. La lumière est rapide. Mais elle a besoin de temps. Quand vous regardez la Lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde. Quand vous regardez le Soleil, vous regardez 8 minutes dans le passé. La lumière est partie, a traversé le vide et n'est arrivée à vos yeux qu'après. Maintenant, étendez cette idée à tout le cosmos. Certaines galaxies sont si lointaines, que leur lumière voyage vers nous depuis des milliards d'années. Quand Webb capture cette lumière, il voit ces galaxies telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. C'est pourquoi cette photo est antique. La galaxie sur la photo pourrait être complètement différente aujourd'hui. Elle pourrait même ne plus exister. C'est pourquoi un télescope si puissant, Dakar, se transforme en une sorte de machine à remonter le temps. Plus vous regardez loin, plus vous regardez profondément dans le passé. Et Webb a été conçu pour regarder plus loin que tout ce qui a jamais regardé auparavant. Mais capturer une lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années n'est pas facile. Car cette lumière est à la fois incroyablement faible et a pris une couleur que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi les ingénieurs ont donné à Webb un miroir en or géant. Ce miroir a une largeur de plus de 6,5 mètres, presque aussi haut qu'une maison de 2 étages. Un plus grand miroir capture plus de lumière. Et cette faible lumière antique a besoin de chaque photon qu'elle peut attraper.
Pourtant, ce n'est pas le vrai secret. Ce qui rend Webb spécial, c'est qu'il voit dans une couleur que nos yeux ne peuvent pas voir. Il observe le ciel en lumière infrarouge. C'est le même type de lumière que votre peau émet sous forme de chaleur. La vieille lumière de l'univers primitif s'est étirée et refroidie en arrivant jusqu'à nous, se transformant en infrarouge. C'est pourquoi une caméra normale la manquerait complètement. Mais Webb a été construit précisément pour capturer cette lueur. Pourtant, un problème de chaleur apparaît ici. La propre température de Webb pourrait l'aveugler. Ce serait comme essayer de voir la flamme d'une bougie en regardant un feu de camp. C'est pourquoi le télescope porte un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis, plié au lancement et déployé dans l'espace. Ce bouclier bloque le soleil et maintient le miroir en dessous de moins 223 degrés. Ce n'est que dans ce froid profond que Webb peut sentir la chaleur subtile des premières galaxies. Tout cela, le miroir géant, la vision thermique, le bouclier glacial et cet avant-poste solitaire, convergent vers un seul but, atteindre le commencement, voir l'univers quand il était tout neuf. Quand les scientifiques ont finalement pointé cette machine vers la partie la plus profonde et la plus ancienne du ciel. Ils s'attendaient à confirmer une histoire en laquelle ils avaient déjà confiance. Mais clarifions d'abord ce qu'est réellement ce bord de l'univers. Il n'y a pas de mur là-bas, pas de clôture, de falaise ou de panneau géant disant « l'univers se termine ici ». Si vous voliez dans un vaisseau spatial pour toujours dans une seule direction, vous ne heurteriez jamais une limite. C'est pourquoi, quand les scientifiques parlent du bord, ils veulent dire quelque chose de plus étrange. Ce bord est une limite de vision. L'espace lui-même continue. Mais la lumière qui peut nous atteindre s'épuise. Imaginez que vous êtes sur une plage la nuit, regardant l'océan. Vous ne pouvez pas voir toute la mer. Vous ne pouvez voir que jusqu'au point où la lumière atteint, avant que l'obscurité ne l'avale. L'eau continue au-delà de ce point. Vous ne pouvez simplement pas la voir. Le bord de votre vision est déterminé par la lumière. L'univers fonctionne de manière similaire. Nous ne pouvons voir que la distance que la lumière a eu le temps de parcourir jusqu'à nous, depuis le début de l'univers. La lumière venant d'au-delà de ce point ne nous est pas encore parvenue. Ce cercle qui contient tout ce que nous pouvons voir a un nom. Les scientifiques l'appellent l'univers observable. La circonférence extérieure de ce cercle est le bord de notre histoire. Ce qui rend ce cercle spécial, c'est ceci. Plus vous regardez loin, plus la lumière est vieille. Car la distance, c'est le temps. C'est pourquoi le bord le plus extérieur de ce que nous pouvons voir est aussi la chose la plus ancienne que nous puissions voir. C'est la lumière qui a quitté sa source peu de temps après la naissance de l'univers. Alors, de quelle jeunesse parlons-nous? L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Les galaxies à ce bord ont envoyé leur lumière, la COP, quand le cosmos n'avait que quelques centaines de millions d'années. Elles sont la première génération, le début de la structure dans l'univers. Cet âge précoce a aussi un nom. Les scientifiques l'appellent l'aube cosmique, la période où les premières étoiles et les premières galaxies commençaient à peine à scintiller. Pendant longtemps, personne ne pouvait voir aussi loin, car la lumière était trop faible et trop vieille. Elle s'était étirée et s'était estompée lors de son long voyage à travers l'espace. Webb a été construit précisément pour combler ce vide. Son miroir géant et froid et sa vision thermique ont été conçus
pour attraper cette faible lueur antique de ce bord, pour extraire l'aube cosmique de l'obscurité, et enfin nous la montrer en détail. Les scientifiques voulaient désespérément voir cela, car ils avaient une théorie sur ce à quoi l'aube cosmique devrait ressembler. Une histoire claire et soignée, construite sur des années, décrivant comment les premières galaxies sont nées et ont grandi. Ils en étaient moins sûrs. Ils avaient juste besoin d'une machine assez puissante pour vérifier les premières pages de cette histoire. Imaginez donc ce qu'ils attendaient lorsque Webb s'est tourné vers ce bord. Un début calme et simple, de petites taches de lumière, à peine formées, qui commençaient tout juste à briller. Mais ce que Webb a sorti de l'obscurité ne ressemblait en rien à ce début calme. Et le premier indice était caché dans une seule photo profonde du ciel. Cette seule photo profonde était remplie de taches de lumière pâle. Mais, pour comprendre pourquoi certaines de ces taches ont choqué les scientifiques, vous devez connaître la seule mesure qui régit toute cette chasse. Elle s'appelle le décalage vers le rouge. Et cette mesure a déchiré la première page de l'histoire calme attendue. Car cette mesure a déchiré la première page de l'histoire calme attendue. Car, bien que décalage vers le rouge puisse sembler technique, l'idée derrière est en fait très simple. Et vous pouvez l'entendre dans la vie de tous les jours. Imaginez une voiture rapide avec un moteur rugissant qui passe à côté de vous. Pendant qu'elle vient vers vous, le son est plus aigu et comprimé. Mais, pendant qu'elle s'éloigne, le son devient plus grave et étiré. Le moteur de la voiture n'a jamais changé. C'est juste que les ondes sonores se sont comprimées en venant vers vous et se sont étirées en s'éloignant. La lumière fait presque la même chose, car la lumière se déplace aussi en ondes. Quand un objet qui émet de la lumière s'éloigne rapidement de nous, les ondes lumineuses s'étirent également. La lumière étirée se décale vers l'extrémité rouge de l'arc-en-ciel. C'est pourquoi les scientifiques ont appelé cet étirement le décalage vers le rouge, car la lumière se décalait vers le rouge. Mais maintenant, ajoutez à cela la plus grande vérité de toute la science spatiale. L'univers est en expansion. Tout s'éloigne lentement les uns des autres, comme des raisins secs dans une pâte à pain qui lève au four. À mesure que la pâte lève, chaque raisin s'éloigne des autres. Les galaxies sont ces raisins. L'espace lui-même est cette pâte. À mesure que l'espace grandit, il étire aussi la lumière qui le traverse. Plus cette lumière a volé longtemps, plus l'espace en dessous d'elle s'est étiré. Et plus ces ondes ont été tirées vers le rouge. Cette situation donne aux scientifiques un outil puissant. Lorsque vous mesurez à quel point la lumière d'une galaxie a été étirée, vous apprenez quelle distance cette lumière a parcouru. Un petit étirement signifie que la galaxie est assez proche et sa lumière assez jeune. Un étirement énorme signifie que la galaxie est très loin et sa lumière antique. C'est pourquoi le décalage vers le rouge est en fait à la fois une horloge et une règle. Une valeur de décalage vers le rouge élevé indique que la lumière a parcouru une distance énorme. Mais cela indique aussi que la lumière est partie il y a très longtemps, près du début de l'univers. C'est pourquoi les gros titres de Webb sont toujours accompagnés d'un numéro de décalage vers le rouge. Quand vous entendez qu'une galaxie a un décalage vers le rouge supérieur à 10, vos sonnettes d'alarme devraient retentir, car cette galaxie se trouve au plus profond de l'aube cosmique. Vous regardez une lumière provenant des premières centaines de millions d'années de l'univers. Mais, lorsque la lumière est étirée suffisamment loin,
Elle quitte l'arc-en-ciel que nos yeux peuvent voir. Elle passe le rouge pour entrer dans l'infrarouge. Cette lumière de chaleur dont nous avons parlé. Un télescope normal devient aveugle à cela. Seul un œil infrarouge, comme Webb, peut l'attraper. C'est pourquoi le décalage vers le rouge est le score qui dit aux scientifiques à quelle profondeur ils regardent dans le passé. Plus le nombre est élevé, plus vous êtes proche du début, et plus vous vous approchez du début, plus les règles de l'univers primitif devraient s'appliquer. Pendant des années, les plus hautes valeurs de décalage vers le rouge sont restées inaccessibles. Les scientifiques pouvaient deviner ce qui les attendait à l'aube cosmique, mais ils ne pouvaient pas le mesurer clairement. Webb a changé cela du jour au lendemain. Il a commencé à extraire de l'obscurité des galaxies avec des valeurs de décalage vers le rouge plus élevées que quiconque n'avait pu le confirmer auparavant. Et, dès que ces chiffres sont revenus, une inquiétude a commencé à s'infiltrer. Car les galaxies, attachées à ces chiffres, faisaient quelque chose qu'elles n'auraient jamais dû faire. À l'été 2022, les scientifiques ont finalement pointé Webb vers le ciel profond et ont pris sa première longue exposition. L'image qui est revenue a changé l'atmosphère de chaque laboratoire d'astronomie sur Terre. L'image semblait simple au début, un carré noir parsemé de points brillants, comme des grains de poussière pris dans un rayon de soleil. Mais chacun de ces points était une galaxie, des milliers de galaxies, entassées dans un seul carré. Et voici la partie qui va vous époustoufler. Toute cette photo bondée couvrait une parcelle de ciel plus petite qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Choisissez n'importe quel petit point apparemment vide au-dessus de votre tête. Couvrez-le avec un grain de sable. Et Webb a trouvé des milliers de galaxies cachées derrière. L'univers est aussi rempli que ça. Les scientifiques appellent une image, comme celle-ci, un champ profond. L'idée est de pointer le télescope sur une petite parcelle sombre et de laisser l'obturateur ouvert pendant longtemps. La lumière s'infiltre lentement pendant des heures. Les choses faibles qu'une photo rapide manquerait s'accumulent lentement, point par point. Et finalement, la parcelle sombre fleurit de galaxies. Les galaxies proches sont apparues comme des spirales claires et des taches brillantes. Mais les scientifiques chassaient autre chose. Ils voulaient les faibles taches rouges dispersées en arrière-plan, si faibles qu'elles se fondaient presque dans le noir. Ces taches rouges étaient le prix à gagner, car rouge signifiait lumière étirée, et lumière étirée signifiait distance énorme et âge antique. Webb a même reçu l'aide de la gravité elle-même. Au centre de cette première image se trouvait un amas de galaxies massifs. Sa gravité est si forte qu'elle courbe l'espace autour d'elle comme une lentille de verre épaisse. La lumière des galaxies encore plus lointaines passe à travers cette lentille et était amplifiée en venant vers nous. La nature avait offert à Webb un zoom gratuit, lui permettant de jeter un coup d'œil à ce qui se cachait encore plus loin. C'est pourquoi l'équipe a commencé à sélectionner les points les plus rouges et les plus faibles et a posé la question clé: à quelle distance, quel âge? Ils ont fait passer la lumière à travers leurs instruments et ont mesuré l'étirement. Les chiffres du décalage vers le rouge ont commencé à grimper. 10, 7, 11, 2, 12. Chaque pas était un pas plus profondément dans l'aube cosmique, là où personne n'avait pu atteindre clairement auparavant. Rien que cela était une victoire. Webb fonctionnait. Il voyait plus loin que n'importe quel télescope de l'histoire, Yahdel exactement comme promis. Ces faibles taches rouges étaient de vraies galaxies,
de l'aube, de tout. Mais l'équipe a ensuite mesuré la luminosité de ces taches et un malaise silencieux s'est répandu dans la pièce. Pour comprendre pourquoi une petite luminosité supplémentaire a rendu nerveux des scientifiques entraînés, il faut d'abord connaître l'histoire qu'ils connaissaient. Cette histoire calme, pas à pas, ce récit prudent de la façon dont l'univers aurait dû grandir pendant plus de 50 ans. Les scientifiques ont construit une histoire soignée sur la croissance de l'univers. Ils l'ont testée, vérifiée et s'y sont fiés. Et l'histoire était la suivante. Au début, juste après le Big Bang, l'univers était presque parfaitement lisse, juste un brouillard chaud de 2 gaz simples, l'hydrogène et l'hélium, répandus partout. Pas d'étoiles, pas de galaxies, juste une faible lueur résiduelle de la naissance de tout. Le cosmos était une soupe sombre et silencieuse. Mais cette soupe n'était pas entièrement uniforme. Certains points contenaient juste un peu plus de gaz que d'autres. Ces points, légèrement plus lourds, avaient une gravité légèrement plus forte. Et la gravité est patiente. Pendant des millions d'années, elle a attiré le gaz vers l'intérieur. Elle en a accumulé de plus en plus dans ses poches denses. Finalement, une poche est devenue assez lourde pour s'effondrer et s'enflammer. Et la première étoile s'est allumée. Puis, d'autres ont suivi. De petits amas d'étoiles se sont regroupés pour former les premières petites galaxies. Des galaxies faibles, petites et aux bords rugueux. Voilà le mot-clé de l'ancienne histoire. Lent. Tout devait prendre du temps. On s'attendait à ce que de petites galaxies se rassemblent et fusionnent lentement pour en former de plus grandes. Pensez à de petits ruisseaux qui se rejoignent pour former une rivière. Puis, des rivières qui se rejoignent pour former une mer. Les galaxies devaient grandir de la même manière, morceau par morceau, sur des centaines de millions, voire des milliards d'années. Les grandes galaxies majestueuses comme notre Voie lactée étaient le résultat final à la fin d'une longue et lente ascension. La chimie suivait la même horloge lente, car l'univers primitif ne contenait que ces 2 gaz légers. Chaque élément lourd, comme le carbone dans votre corps, l'oxygène que vous respirez, le fer dans votre sang, devait être cuit à l'intérieur des étoiles, puis projeté lorsque ces étoiles mouraient. Cela nécessite de nombreuses générations d'étoiles qui vivent et meurent. C'est pourquoi l'univers primitif devait être chimiquement simple. Presque pas d'éléments lourds, juste du gaz simple et quelques jeunes étoiles. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez une image claire de l'aube cosmique, un lever de soleil lent. Les premières centaines de millions d'années ne devaient abriter que des galaxies petites, faibles et simples, des blocs de construction minuscules, des étincelles pâles, à peine assez puissantes pour être vues, faites de gaz simple et ne contenant presque aucun élément lourd. Les scientifiques étaient si confiants dans cette image qu'ils l'ont utilisée pour prédire ce que Webb trouverait. Ils s'attendaient à ce que le télescope atteigne l'aube cosmique et leur montre une nurserie remplie de galaxies bébés, petites, faibles, simples, juste à temps. Ce n'était pas une supposition folle, mais une prédiction prudente. Elle venait de décennies de mathématiques, d'observations science et de modèles informatiques qui correspondaient remarquablement bien à l'univers que nous voyons autour de nous aujourd'hui. L'ancienne histoire fonctionnait à merveille pour presque tout ce qui était plus proche de chez nous. C'est pourquoi, lorsque Webb a visé le bord, l'équipe se sentait prête. Il pensait connaître la fin avant même de lire la page, confirmer le lent lever de soleil,
remplir quelques détails fins et récolter la récompense. Mais l'univers avait d'autres plans. Les galaxies que Webb a extraites de l'aube cosmique ont brisé chaque morceau de cette image. Elles étaient grandes. Elles étaient lumineuses. Et le premier signe que cette vieille histoire soignée était en difficulté reposait sur un problème tenace. Ces galaxies antiques étaient trop lumineuses. Une galaxie lumineuse est une galaxie occupée. C'est ce simple fait qui a rendu les scientifiques nerveux. Car lorsque les astronomes voient une galaxie émettre de la lumière, l'explication la plus simple est les étoiles. Beaucoup d'étoiles, surtout de grandes étoiles chaudes et flamboyantes qui brillent comme des projecteurs. Pour rassembler autant d'étoiles, une galaxie a normalement besoin de temps. Elle doit attirer du gaz, former des étoiles les unes après les autres, et en accumuler lentement suffisamment pour briller aussi fort. C'est pourquoi la luminosité est une mesure approximative de la maturité d'une galaxie. Plus de lumière signifie généralement plus d'étoiles. Et plus d'étoiles signifie généralement que plus de temps s'est écoulé. Une galaxie flamboyante devrait être une galaxie plus vieille. Rappelez-vous maintenant où Webb regardait, à l'aube cosmique. Des galaxies datant des premières centaines de millions d'années après le Big Bang. L'univers était un nouveau-né. Il n'y avait pas eu assez de temps pour construire de grandes galaxies lumineuses remplies d'étoiles. L'ancienne histoire disait que ces endroits ne devraient être que de petites étincelles faibles qui commençaient à peine à scintiller. Mais Webb en a trouvé certaines qui brûlaient de mille feux. Plusieurs de ces premières galaxies brillaient avec la puissance de milliards de soleils. C'est beaucoup plus de lumière qu'une galaxie bébé à moitié construite ne devrait jamais pouvoir produire. C'est comme ouvrir la porte d'une maternelle et découvrir que quelques-uns des enfants mesurent déjà 1,80 m. L'âge ne correspondait pas à la taille. Quelque chose n'allait pas. Les scientifiques se sont retrouvés face à deux options dérangeantes. Et toutes deux ont ébranlé l'ancienne histoire. Peut-être que ces galaxies étaient vraiment pleines d'étoiles. Si c'est le cas, l'univers primitif avait construit d'énormes amas d'étoiles à la vitesse de l'éclair, beaucoup plus vite que n'importe quel modèle ne le permettait. Le lent lever de soleil devrait se transformer en une explosion soudaine de feu. Ou peut-être que la luminosité venait d'autre chose que des étoiles ordinaires. Peut-être qu'un monstre caché se nourrissait au centre de chaque galaxie, émettant de la lumière en mangeant. Cette idée a ses propres problèmes, et nous reviendrons bientôt sur ces créatures. Dans tous les cas, la version facile de l'aube cosmique était en difficulté, car une nurserie silencieuse ne brille pas comme une ville la nuit, et l'échelle de la surprise comptait. Au début, c'était une galaxie, puis une autre, puis plusieurs. Webb a continué à trouver des galaxies précoces lumineuses. Encore et encore. Dans chaque parcelle du ciel, vous ignorez une seule bizarrerie. Mais vous ne pouvez pas ignorer une foule d'entre elles. L'équipe a vérifié et revérifié son travail. Il craignait de faire une erreur. Car une galaxie peut vous tromper. Sa lumière peut être amplifiée. Sa distance peut être mal évaluée. Sa taille peut être mal estimée. Ils savaient tout cela. C'est pourquoi ils ont approché les premières galaxies lumineuses avec scepticisme. Tout comme un détective prudent se méfie d'une histoire qui semble trop propre. Mais la luminosité ne disparaissait pas. Plus ils regardaient, plus de galaxies précoces brillantes s'accumulaient. Et puis, un groupe particulier d'entre elles a attiré l'attention.
un groupe de galaxies si brillantes, si lourdes et si précoces, qu'un surnom anxieux s'est répandu dans tout le domaine presque du jour au lendemain. Les gens ont commencé à les appeler les briseurs d'univers, car leur existence semblait briser les règles sur la façon dont les galaxies devraient grandir. Début 2023. Un groupe de scientifiques a publié un résultat qui a fait la une des journaux du monde entier. Dans les données de Webb, ils avaient trouvé 6 galaxies qui ne devraient pas exister. Ces 6 galaxies se trouvaient à une époque d'environ 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Un temps jeune, selon les normes cosmiques. L'univers n'avait vécu qu'une petite fraction de sa vie. Et pourtant, ces galaxies semblaient massives. Alors, à quel point massives? Certaines semblaient avoir autant d'étoiles que notre propre galaxie massive. La Voie lactée. La Voie lactée est une roue en spirale de quelques centaines de milliards d'étoiles. Sa construction a nécessité la majeure partie de l'histoire de l'univers. Plus de 13 milliards d'années de croissance lente. Mais ces 6 galaxies semblaient avoir fait pousser l'équivalent d'une Voie lactée en étoiles en seulement quelques centaines de millions d'années. C'est comme regarder un bébé devenir un adulte de taille normale dans la première semaine de sa vie. La chronologie ne le permet tout simplement pas. C'est pourquoi leur surnom s'est écrit de lui-même. Les gens les ont appelés les briseurs d'univers. Car leur existence semblait briser les règles sur la façon dont les galaxies devraient grandir. Mais arrêtez-vous un instant et ressentez le poids de cela. L'ancienne histoire disait que l'univers primitif ne devrait contenir que de petits blocs de construction, de petits amas qui se rassemblent lentement. Pourtant, ces 6 galaxies ressemblaient à des produits finis. Se tenant au tout début de l'histoire, c'est comme trouver des gratte-ciel sur la photo d'un chantier de construction vide. Le scientifique qui a dirigé l'étude a admis l'évidence. Le résultat était si étrange que même l'équipe a eu du mal à y croire au début. Il s'attendait à trouver des galaxies bébés. Mais, apparemment, ils avaient trouvé des géants. L'un d'eux a décrit plus tard ce sentiment comme regarder quelque chose qui brisait leur compréhension du cosmos. Les agences de presse sont devenues folles à ce sujet. Les gros titres criaient que le télescope spatial James Webb avait brisé l'univers, la tchatch, la science, science ou le Big Bang. Et l'expression « briseur d'univers » est restée collée à ces galaxies et n'est jamais partie. Mais voici la partie prudente. L'équipe a été honnête sur l'incertitude. C'étaient des mesures précoces. Les scientifiques ont estimé les masses des galaxies en lisant leurs couleurs. C'est une méthode rapide qui laisse une réelle marge d'erreur. Les masses étaient des estimations. Les distances étaient de fortes suppositions. Il y avait de la place pour que les chiffres changent à mesure que de meilleures données arrivaient. En fait, certains scientifiques soupçonnaient que les masses diminueraient sous un examen plus approfondi. Peut-être que quelques-unes de ces galaxies étaient plus légères qu'elles n'en avaient trouvé l'air au premier abord. Peut-être que leur luminosité était simulée ou augmentée par une astuce physique. Cet espoir que les briseurs d'univers puissent revenir à la normale est devenu une question silencieuse, suspendue au-dessus du domaine. C'est pourquoi ces 6 briseurs d'univers ont divisé les scientifiques en 2 camps. Un camp a dit « Attendez, ces chiffres se tasseront quand nous les mesurerons correctement. » L'autre camp a dit « Webb nous montre constamment des galaxies précoces qui sont trop grandes et trop lumineuses, et quelques corrections n'effaceront pas ce schéma. » Mais
les deux camps étaient d'accord sur une chose. Ces galaxies devaient être mesurées correctement. Elles devaient être mesurées avec l'outil de référence. Celui qui peut déterminer de manière concluante à quelle distance et de quel type une galaxie est réellement. Pourtant, même si les chiffres diminuaient un peu, un problème difficile refusait de bouger. Construire une galaxie aussi lourde, aussi rapidement, se heurtait à un mur érigé par la physique elle-même. Pour voir pourquoi une galaxie précoce lourde est un tel casse-tête, vous devez comprendre comment une galaxie prend du poids en premier lieu. La masse d'une galaxie est principalement composée de ses étoiles. Pour devenir lourde, une galaxie doit construire des étoiles. Et pour construire des étoiles, elle a besoin de matière première. Ce matériau est le gaz, principalement de l'hydrogène, la même substance simple qui remplissait l'univers primitif. La gravité attire le gaz en nœuds denses. Les nœuds se réchauffent et s'enflamment, et de nouvelles étoiles naissent. Mais il y a une limite de vitesse à cela. Le gaz ne se transforme pas instantanément en étoile. Il doit se refroidir, tomber vers l'intérieur et s'accumuler. Les étoiles naissantes repoussent aussi. Les étoiles les plus grandes et les plus chaudes soufflent des vents violents et explosent en mourant, repoussant le gaz voisin et le projetant hors de la galaxie. Ce contre-coup ralentit la prochaine série de naissances d'étoiles. Une galaxie étouffe donc partiellement sa propre croissance. En raison de cette poussée et de cette traction, les scientifiques croyaient que les galaxies ne pouvaient construire des étoiles qu'à un certain rythme. Il y avait un plafond approximatif sur la quantité de masse qu'une galaxie pouvait ajouter dans un laps de temps donné. Pensez-y comme remplir une baignoire avec le robinet à moitié ouvert. Vous pouvez verser rapidement, mais de l'eau s'échappe toujours. La baignoire se remplit donc à une vitesse limitée. Les briseurs d'univers semblaient ignorer complètement ce plafond, pour devenir aussi lourde que la Voie lactée en seulement quelques centaines de millions d'années. Ces galaxies auraient dû convertir le gaz en étoiles à un rythme furieux. C'était bien au-delà de la vitesse que les scientifiques pensaient possible. La baignoire aurait dû se remplir presque instantanément, avec son robinet. Quand vous faites les calculs, la situation s'aggrave. Pour construire autant d'étoiles aussi rapidement, certaines de ces premières galaxies auraient dû convertir presque tout leur gaz directement en étoiles, sans presque rien gaspiller. Dans l'univers proche, les galaxies sont gaspilleuses. Elles ne convertissent qu'une petite fraction de leur gaz en étoiles et perdent le reste. Pour que ces galaxies précoces fonctionnent, elles auraient dû être presque parfaitement efficaces, compressant les étoiles avec une précision qu'aucune galaxie d'aujourd'hui ne peut approcher. C'est le problème profond. La luminosité était un indice. Mais, chaparro, le vrai choc était la masse, car une galaxie lumineuse pourrait être expliquée d'une manière ou d'une autre. Mais une galaxie aussi lourde que la Voie lactée, assise à l'aube du temps, est beaucoup plus difficile à ignorer. Cela signifiait que l'une des quelques choses étranges devait être vraie. Peut-être que le gaz se transformait en étoile beaucoup plus rapidement dans l'univers primitif qu'aujourd'hui. Peut-être que les premières galaxies ont piégé et retenu leur gaz, au lieu de le projeter au loin. Peut-être que les premières étoiles se sont formées d'une manière que nous ne comprenons toujours pas et ont accumulé de la masse à un rythme fulgurant. Chacune de ces réponses réécrit une partie de l'ancienne histoire, et chacune transforme l'aube cosmique d'un lent lever de soleil en un allumage rapide et violent. Les scientifiques étaient conscients des risques,
Si même quelques briseurs d'univers résistaient à un examen attentif aux assets, les manuels auraient besoin de nouveaux chapitres. Tout dépendait donc de la vérification des mesures. Les premières masses provenaient de la couleur, ce qui signifiait qu'elles venaient avec des doutes. Pour éliminer ce doute, les scientifiques devaient lire la lumière d'une galaxie en détail. Et l'une des premières galaxies antiques qu'ils ont verrouillées était une tache rouge pâle, si petite que vous pourriez la manquer en un clin d'œil. Pourtant, cette petite tache allait battre un record, se tenant comme le bord de l'univers connu. Mais, même cette petite tache était un peu troublante. Cette galaxie avait un nom de catalogue encombrant, du genre que seul un scientifique pourrait aimer. La plupart des gens ne s'en souviendraient jamais. Alors, appelons-la simplement la petite tache rouge, car c'est exactement à cela qu'elle ressemblait. Dans les images de Webb, elle est apparue comme un seul point rouge faible, facilement négligeable parmi des milliers de voisins plus brillants. Juste une tache de lumière rouge pâle, sans aucune des bras en spirale ou des disques brillants que vous voyez dans les galaxies adultes. Juste une tache. Mais cette petite tache était spéciale. Lorsque les scientifiques ont mesuré l'étirement de sa lumière, le nombre est revenu énorme. Son décalage vers le rouge était supérieur à 13. L'un des plus élevés jamais mesurés. Cet étirement signifiait que sa lumière avait voyagé pendant une durée presque inimaginable. Lorsque les astronomes ont calculé son âge, ils ont obtenu une réponse stupéfiante. Ils voyaient cette galaxie telle qu'elle était seulement environ 325 millions d'années après le Big Bang. L'univers existe depuis plus de 13,8 milliards d'années. La lumière de cette galaxie vient de ses premières centaines de millions d'années, presque aussi loin que quiconque n'a jamais vu. Pendant un temps, ce point rouge pâle a détenu un titre, la galaxie la plus lointaine que l'humanité ait jamais confirmée. Le bord de l'univers connu à ce moment-là. Un objet réel et mesuré, assis à la limite de ce que Webb pouvait atteindre, de l'aube profonde du temps. Et c'est ce qui rendait même cette minuscule tache un peu troublante. Elle montrait déjà des signes d'être une vraie galaxie organisée, avec une quantité surprenante de lumière stellaire entassée dans une petite zone. Même à l'aube du temps, cette chose faisait déjà le travail d'une galaxie. Pour les scientifiques, cette petite tache rouge était à la fois une victoire et un avertissement. La victoire était évidente. Webb avait atteint plus profondément dans le passé que n'importe quelle machine auparavant et avait ramené une galaxie confirmée de la période la plus précoce jamais vue. Le télescope faisait exactement ce pourquoi il avait été construit, et il le faisait mieux que quiconque n'avait osé l'espérer. Mais l'avertissement était plus silencieux, même ici. Si près du début, l'univers brillait déjà de lumière stellaire. L'aube du temps cosmique était déjà occupée à fabriquer des galaxies. Et si une vraie galaxie brillait à 325 millions d'années, que se passait-il dans l'obscurité encore plus tôt? Juste avant elle, cette question pousserait Webb à aller encore plus loin, à chasser des galaxies encore plus proches du tout premier moment. Chaque nouveau record serait plus difficile à battre, et chacun susciterait le même sentiment de malaise. Mais il y avait un piège qui attendait dans toute cette excitation, car une galaxie lointaine est insaisissable. Un point rouge pâle peut mentir sur sa distance. Les premiers briseurs d'univers
avait donné à tout le monde une dure leçon sur la confiance en un coup d'œil rapide. C'est pourquoi, avant que les scientifiques ne croient en l'une de ces galaxies records, avant de dire qu'une seule venait vraiment de l'aube du temps, ils devaient écarter les façons dont une galaxie pourrait tromper même le télescope le plus puissant de l'histoire. Et il y a plus de ces façons que vous ne le pensez. Les bons scientifiques sont des sceptiques professionnels. Plus l'affirmation est grande, plus ils essaient de la démolir. Et une galaxie de l'aube du temps est l'une des plus grandes affirmations que vous puissiez faire. C'est pourquoi, avant que quiconque ne célèbre, les sceptiques se sont mis au travail. Leur première préoccupation était la distance elle-même, car les premières mesures provenaient d'une méthode rapide. Les scientifiques ont regardé les couleurs d'une galaxie dans quelques filtres, mais voilà ce « mais » qui change toute la perspective. Oui, nous n'atteindrons jamais physiquement ces galaxies, mais nous les avons atteintes avec notre esprit. Nous les avons atteintes avec notre capacité à les comprendre, avec notre cerveau d'environ 1 kg 500. Nous avons pu calculer à quoi elles ressemblaient il y a 13 milliards d'années. Nous avons pu lire leurs empreintes digitales chimiques. Nous avons pu mesurer à quelle vitesse elles ont grandi, à quel point elles étaient flash brillantes, à quel point elles étaient denses. C'est peut-être là le vrai miracle. Bien que nous soyons si limités et fragiles physiquement, nous pouvons toucher les limites de l'univers mentalement. Les mains qui ont construit Webb sont faites des mêmes atomes de carbone qui ont formé les étoiles au centre de ces galaxies. C'est pourquoi nous ne sommes pas un œil regardant l'univers de l'extérieur, mais une partie de l'univers qui essaie de se comprendre. Toi aussi, tu te tiens au milieu de ce paradoxe. Toi aussi, tu es fait de cette poussière d'étoiles. Et toi aussi, à travers cet écran, tu regardes la lumière la plus ancienne de l'univers. C'est peut-être l'une des plus belles définitions de l'être humain. Être une créature physiquement limitée, mais avec une capacité de compréhension illimitée. Notre petitesse peut être une vérité tragique. Mais le fait que nous puissions comprendre cette immensité à partir de cette petitesse est la chose vraiment pleine d'espoir. Le deuxième paradoxe concerne le temps. L'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Notre espérance de vie moyenne est d'environ 80 ans. Lorsque vous mettez ces deux échelles de temps côte à côte, vous comprenez à quel point notre propre existence est instantanée. Si nous devions condenser toute l'histoire de l'univers en une seule année, toute l'histoire humaine enregistrée correspondrait aux dernières secondes, après 23h59. La nuit du 31 décembre. Nous sommes des êtres qui sont apparus à la dernière seconde du calendrier cosmique, Sakait, et qui existeront pour une durée aussi courte qu'un clin d'œil. Les premières galaxies que nous regardons ont envoyé leur lumière alors que la Terre n'était pas encore formée. Pendant que les dinosaures parcouraient la Terre, cette lumière était encore à mi-chemin de son voyage. Nous ne sommes témoins que du dernier moment de ce voyage. C'est faire face à notre propre fugacité. Un jour, nous aussi, nous disparaîtrons comme ces dinosaures. Notre soleil s'éteindra, et l'univers continuera son chemin, comme si nous n'avions jamais existé. Cette pensée peut porter une profonde tristesse existentielle. Car quelle peut être la signification d'exister pour si peu de temps? Dans cet océan de temps immense, nos vies si courtes peuvent sembler n'être rien. Mais encore une fois, ce mot « mais » arrive et illumine tout. Oui, notre temps est court. Mais, dans ce court laps de temps, nous avons pu comprendre les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers. À cette dernière seconde, nous avons compris ce qui s'est passé
à la première seconde. Dans notre existence instantanée, nous avons construit une technologie capable de regarder en arrière dans le temps et de témoigner de la naissance de l'univers. Peut-être que ce qui compte n'est pas combien de temps nous vivons, mais à quelle profondeur nous pouvons regarder dans ce court laps de temps. Peut-être que le sens ne réside pas dans la longueur de la durée, mais dans la profondeur de la conscience. La vie d'un papillon est d'un jour. Mais, en ce jour, il voit des choses qu'un rocher ne pourra jamais expérimenter en ses milliards d'années d'existence. Il vole. Il voit les fleurs. Il sent le monde. Nous sommes comme ce papillon. Nous avons une vie très courte à l'échelle du temps cosmique. Mais, dans cette vie, nous avons acquis une conscience de l'univers lui-même. Toi aussi, tu fais partie de ce miracle instantané. Toi aussi, tu vis à cette dernière seconde. Mais, de cette dernière seconde, tu peux regarder les premiers moments de l'univers. C'est ce qui transforme la tragédie de notre fugacité en la beauté de notre existence. Peut-être que ce bref instant est plus que suffisant pour être significatif. Car en cet instant, l'univers se voit à travers nos yeux. Et cela nous amène au troisième et peut-être le plus poignant des paradoxes, la solitude et la connexion. L'univers que Webb nous montre est un endroit incroyablement vide et solitaire. Les distances entre les galaxies sont si grandes qu'il faut des milliards d'années même à la lumière pour les parcourir. Notre galaxie, la Voie lactée, est composée de centaines de milliards d'étoiles. Mais, il faudrait 2 500 000 ans pour atteindre notre galaxie voisine la plus proche, Andromède. Chacune des billions de galaxies de l'univers observable est comme une île déserte flottant seule. Ce sentiment de solitude cosmique alimente l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et ces vastes vides que Webb montre approfondissent encore ce sentiment de solitude. Le fait que nous n'ayons trouvé aucune preuve d'aucune autre forme de vie intelligente dans un univers aussi vaste semble être une sorte de tragédie cosmique. Peut-être que nous sommes vraiment un point bleu pâle, brillant, seul dans cette immense obscurité. Cela nous impose une lourde responsabilité. Car si nous sommes les seuls êtres conscients de cet univers, alors la tâche de témoigner de toute la beauté et de la tragédie de l'univers n'appartient qu'à nous. Mais encore une fois, ce mot magique « mais » entre en scène. Oui, il peut y avoir des vides massifs entre les galaxies. Mais nous sommes le produit de ce vide. Chaque atome qui compose votre corps a été forgé au cœur d'une étoile il y a des milliards d'années. Cette étoile a explosé et a projeté ses atomes dans l'espace. Ces atomes se sont rassemblés dans un nuage de gaz, ont formé le Soleil et la Terre. Et maintenant, ces atomes, en tant que vous, regardent les étoiles qui les ont créées. C'est la forme de connexion la plus profonde de l'univers. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes l'univers. Toi aussi, tu fais partie de ce lien incroyable. L'oxygène que tu respires, le fer dans ton sang, le calcium dans tes os, tout est parvenu à la fin d'un voyage cosmique de milliards d'années. C'est pourquoi, peu importe la taille du vide entre les galaxies, rien n'est en fait déconnecté. Tout fait partie de cette grande danse cosmique qui se poursuit depuis le Big Bang. Peut-être que la raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé d'autre vie intelligente dans l'univers n'est pas parce que nous sommes seuls, mais parce que la conscience de l'univers s'est déjà éveillée ici, en nous. Peut-être que nous sommes la méthode de l'univers pour se connaître et se comprendre. Cela transforme le sentiment de solitude en un profond sentiment d'appartenance. Car dans cette histoire, toi et moi
ne sommes pas seulement des spectateurs, nous sommes l'histoire elle-même. Mais, au-delà de ces réflexions philosophiques, il y a les conséquences scientifiques de ce que Webb nous montre. Et ces conséquences sont assez bouleversantes, car il fut un temps où l'univers était aveugle. Vous ne pouviez pas voir à l'intérieur, même avec les yeux les plus perçants, car un brouillard épais remplissait tout l'espace, et ce brouillard avalait complètement la lumière. Pour comprendre cela, vous devez retourner dans le cosmos primitif. Après le Big Bang, l'univers s'est refroidi en une mer massive de gaz d'hydrogène. Ce gaz était neutre, ce qui en langage scientifique signifie calme et non chargé. L'hydrogène calme a une mauvaise habitude. Il attrape certains types de lumière et s'y accroche. La lumière essaie de passer à travers le gaz, est absorbée, et n'y parvient jamais. C'est pourquoi le jeune univers était brumeux. Imaginez un matin avec un brouillard si épais que vous ne pouvez pas voir un ami qui se tient à quelques mètres. Maintenant, étendez ce brouillard à tout le cosmos. Toute lumière qui essayait de le traverser était capturée et dispersée. Les scientifiques appellent cette période les âges sombres cosmiques. Car l'univers était plein de gaz, mais il était impossible de voir à l'intérieur. Et puis, les premières étoiles se sont allumées dans ce brouillard, et elles ont commencé à le combattre. Une étoile flamboyante émet une lumière ultraviolette féroce, un type de lumière à haute énergie. Lorsque cette lumière frappe le brouillard d'hydrogène calme, elle déchire le gaz, là, arrachant les électrons des atomes. Les scientifiques appellent cela ioniser le gaz. Et voici le point clé. Une fois que l'hydrogène est ainsi décomposé, il cesse d'attraper la lumière. Le brouillard se dissipe. La lumière peut enfin le traverser. C'est pourquoi, à mesure que les premières étoiles et galaxies s'allumaient, elles ont lentement brûlé le brouillard autour d'elles. L'univers est passé d'un brouillard gris épais à un cosmos clair et transparent. Ce grand nettoyage a un nom. Les scientifiques l'appellent la rayonisation. L'ère où les lumières se sont allumées et où le brouillard s'est levé. Pour notre histoire, le moment de ce nettoyage est tout. Dans l'ancienne version, la version prudente, Tao, le brouillard aurait dû rester un peu plus longtemps. Il aurait dû rester épais pendant les premières centaines de millions d'années, ne se dissipant que lentement à mesure que de plus en plus d'étoiles se joignaient à la bataille. Cela signifie que la lumière des toutes premières galaxies aurait dû être difficile à capturer, car elle aurait dû se frayer un chemin à travers un brouillard encore largement intact. Certains types de lumière auraient dû être presque complètement bloqués. En particulier, une certaine lueur émise par l'hydrogène près des jeunes étoiles aurait dû être avalée par le brouillard environnant avant de nous atteindre. Il aurait dû être presque impossible de trouver cette lueur dans une galaxie très précoce. Le brouillard aurait dû la manger. C'est pourquoi les scientifiques avaient une attente claire. En regardant les toutes premières galaxies, certains signaux lumineux devraient être absents, bloqués par la mer de gaz gris qui les entoure. Le brouillard était le rideau de l'univers, et il aurait dû rester fermé pendant longtemps. Mais Webb a ensuite regardé une galaxie précoce et a vu le signal même que le brouillard aurait dû avaler. Il brillait de manière claire et forte, à un moment où le rideau aurait dû se lever beaucoup plus tôt. Quelque chose avait percé un trou dans le brouillard, bien avant que l'ancienne chronologie ne le permette. Et la galaxie derrière ce trou allait devenir l'une des découvertes les plus étranges de Webb. Cette galaxie est un autre de ces noms de catalogue qui tordent la langue. Alors, appelons-la la
lanterne précoce, car elle brillait à travers l'obscurité à un moment où elle n'aurait pas dû. Webb a vu la lanterne précoce telle qu'elle était environ 330 millions d'années après le Big Bang. C'est au plus profond des âges sombres cosmiques, Arasas Arch Arons, un temps où le brouillard d'hydrogène aurait dû être encore épais et gris dans la plupart de l'espace. Selon l'ancienne chronologie, cette galaxie était enfouie dans le brouillard. Et pourtant, lorsque les scientifiques ont étalé sa lumière en une empreinte digitale, ils ont trouvé un signal fort et clair d'hydrogène incandescent. Cela vient du gaz d'hydrogène chaud autour des jeunes étoiles brûlantes. Dans l'univers primitif, c'est le seul signal que le brouillard aurait dû dévorer vivant. Mais le brouillard ne l'a pas mangé. La lueur est arrivée forte et claire, comme un faisceau de phare coupant à travers une tempête qui aurait dû la cacher. Ce seul résultat a percé un trou dans l'ancienne chronologie, si le brouillard environnant était encore épais. Cette lueur d'hydrogène aurait été absorbée bien avant de nous atteindre. Le fait que nous la voyions signifie que quelque chose, au moins près de cette galaxie, avait nettoyé le gaz des centaines de millions d'années avant que l'histoire prudente ne le permette. Pensez à quel point c'est étrange. L'univers aurait dû rester brumeux et fermé pendant longtemps. Les lumières auraient dû s'allumer lentement. Mais, au lieu de cela, voici une galaxie qui crie pratiquement à travers le brouillard, à un moment où le brouillard aurait dû tout étouffer. Il y a quelques façons d'expliquer cela. Et les deux sont excitantes. Peut-être que cette galaxie était un four si féroce, brûlant, avec tant de lumière de jeunes étoiles chaudes, qu'elle a déchiré le brouillard dans une vaste zone autour d'elle. Une petite galaxie, mais puissante. Elle avait ouvert sa propre fenêtre sur l'univers, bien avant ses voisins. Ou peut-être que des pans entiers de l'univers primitif se sont nettoyés plus tôt que quiconque ne le pensait. Peut-être que la rayonisation, le grand lever du brouillard, a commencé plus tôt et a progressé plus rapidement à certains endroits que les anciens modèles ne le prévoyaient. Dans tous les cas, le rideau était en avance sur le programme. Cela a une importance bien au-delà d'une seule galaxie, car la rayonisation est l'un des plus grands tournants de toute l'histoire cosmique. C'est le moment où l'univers est passé de fermé et sombre à ouvert et clair. Les scientifiques pensaient en avoir grossièrement déterminé le moment. Mais la lanterne précoce dit que le programme doit être réécrit, et cela correspond au schéma que nous rencontrons constamment. Des galaxies trop précoces, trop brillantes, des éléments lourds trop précoces, trop riches, et maintenant, un brouillard dissipé trop tôt, encore et encore. Webb montre que l'univers primitif a fait ses grandes affaires plus rapidement et plus violemment que l'histoire lente ne s'y attendait. Le jeune cosmos était plus occupé que nous ne l'imaginions. Les étoiles ont brûlé plus fort. Les galaxies ont grandi plus vite. Le brouillard s'est dissipé avant l'heure. Une image se forme, et elle pointe vers une aube sauvage, violente et rapide. Mais, pour nettoyer ce brouillard si tôt, une galaxie aurait dû faire quelque chose de dramatique à l'espace autour d'elle. Elle aurait dû sculpter une bulle d'espace clair au milieu du gris. Et il s'avère que ces bulles sont devenues l'une des caractéristiques les plus importantes de tout l'univers primitif. Car le fait qu'une jeune galaxie nettoie le brouillard est très similaire à l'allumage d'une lampe dans une pièce enfumée. La lumière ne nettoie pas toute la pièce en une fois. Elle sculpte une poche d'air clair et brillant juste autour de la lampe, tandis que les coins éloignés restent brumeux.
Les galaxies précoces ont fait la même chose au brouillard d'hydrogène. Chaque galaxie en combustion émettait une lumière à haute énergie qui décomposait le gaz le plus proche. Autour de chaque jeune galaxie brillante s'est formée une bulle claire, une poche d'espace transparent entourée d'une mer de brouillard gris. Au début, ces bulles étaient petites et dispersées, comme une poignée de petites clairières dans une forêt dense. Mais les galaxies ont continué à brûler. Les bulles ont continué à grandir. Et là où deux bulles se touchaient, elles fusionnaient en une zone claire plus grande. Avec le temps, bulle après bulle s'est jointe jusqu'à ce que les parcelles claires se répandent dans tout l'univers et se connectent à Steitch et que le brouillard disparaisse enfin complètement. C'est la véritable histoire de la réionisation. Les lumières se sont allumées de manière inégale. L'univers s'est nettoyé morceau par morceau, bulle par bulle, dans un balayage lent et inégal qui a pris des centaines de millions d'années. C'est ici que la lanterne précoce devient si importante, pour que sa lueur d'hydrogène brillante nous parvienne. Cette galaxie devait déjà avoir fait éclater une grande bulle claire autour d'elle. Une bulle assez grande pour que sa lumière puisse s'échapper de la bulle avant de heurter le brouillard environnant. Et elle l'a fait bien plus tôt que l'ancienne histoire ne le permettait. Cela dit quelque chose de puissant aux scientifiques. Les premières galaxies étaient féroces. Pour sculpter une bulle aussi tôt, une galaxie devait inonder son voisinage de lumière intense. C'était le signe d'une formation d'étoiles furieuses, entassées dans une zone minuscule. C'étaient des moteurs en combustion, assez puissants pour remodeler le gaz sur des milliers d'années-lumière autour d'eux. Et cela se connecte directement à tout ce que Webb nous a crié. Une galaxie assez brillante pour percer un trou précoce dans le brouillard est aussi une galaxie qui brûle des étoiles à un rythme imprudent. La même activité féroce qui rend ces galaxies si brillantes et si chimiquement riches est ce qui leur a permis de nettoyer le brouillard en avance sur le programme. Chaque indice pointe vers le même type d'endroit. Un jeune univers rempli de galaxies denses et travailleuses qui font de grandes choses rapidement. C'est pourquoi les bulles sont plus qu'un détail secondaire. Elles sont une empreinte digitale de la puissance réelle des premières galaxies. Chaque bulle claire précoce est le signe d'une galaxie qui frappe bien au-dessus de sa catégorie, illuminant son propre coin du cosmos bien avant qu'elle n'en ait eu le droit. Imaginez tout le jeune univers de loin, un immense brouillard gris parsemé de piqûres d'épingles de lumière claire qui grandissent lentement, chacune sculptée par une petite galaxie furieuse. Les poches claires se propagent et fusionnent comme des trous brûlés dans une feuille de papier, jusqu'à ce que le gris disparaisse et que l'univers soit ouvert et clair. Webb nous a montré que ces trous sont apparus trop tôt. Les galaxies qui les ont créés étaient trop puissantes, trop tôt. Et cela soulève la prochaine grande question, celle qui se cache à l'intérieur de la luminosité. D'où vient réellement toute cette lumière féroce? Car les scientifiques commencent à soupçonner qu'une partie de celle-ci n'est pas du tout de la lumière stellaire. Mais c'est une autre histoire, car la lumière est la seule chose que ces galaxies lointaines nous envoient. Tout ce que nous savons sur elles, nous l'extrayons de cette lumière. C'est pourquoi, lorsqu'une galaxie semble trop brillante pour son âge, les scientifiques doivent poser une question prudente. Qu'est-ce qui produit réellement toute cette lumière? Il n'y a vraiment que quelques moteurs dans l'univers capables de pomper autant de lueur. Le premier moteur, Tetsam, ce sont les étoiles ordinaires.
beaucoup d'étoiles. Une galaxie pleine d'étoiles brillantes et chaudes brillera de mille feux. Nous avons déjà discuté de la raison pour laquelle c'est un problème. Pour briller aussi fort si tôt, une galaxie aurait dû construire un tas massif d'étoiles à un rythme que les anciens modèles pouvaient à peine permettre. Est-ce possible? Peut-être, si les premières étoiles se sont formées rapidement et furieusement. Mais cela pousse les règles. Le deuxième moteur est plus étrange et beaucoup plus puissant. Un trou noir en alimentation au centre d'une galaxie. Il pourrait s'agir d'un trou noir des millions de fois plus lourd que notre Soleil. Un trou noir en soi n'émet aucune lumière. Mais, lorsque du gaz tombe dessus, ce gaz ne tombe pas tranquillement à l'intérieur. Il se courbe d'abord en un disque plat et tournant, tout comme l'eau qui tourne autour d'un drain. En tournant, il se frotte contre lui-même et se réchauffe à des températures incroyables. Brillant d'un blanc éclatant, un trou noir en alimentation peut être plus brillant que toutes les étoiles de sa galaxie. Il peut diffuser la lumière de milliards de soleils depuis une région plus petite que notre système solaire. C'est là que se trouve le piège pour les astronomes. À 13 milliards d'années-lumière de distance, une galaxie pleine d'étoiles et une galaxie avec un trou noir flamboyant peuvent sembler presque identiques. Ce sont toutes deux de minuscules points de lumière intense. Les distinguer est l'un des travaux les plus difficiles de cette chasse, et cela change complètement l'histoire. Si une galaxie précoce est brillante parce qu'elle est pleine d'étoiles, alors l'univers primitif a construit de la masse stellaire à un rythme choquant. Et la chronologie est en difficulté. Mais ça paraît qu'une masse. Si la même galaxie est brillante parce qu'elle nourrit un trou noir en son cœur, alors elle contient peut-être beaucoup moins d'étoiles qu'il n'y paraît. Et le problème de la masse s'adoucit. La luminosité serait le rugissement d'un seul trou noir en alimentation, au lieu de la lueur d'une foule massive d'étoiles. Cette deuxième idée serait un soulagement d'un côté et un cauchemar de l'autre. Un soulagement, car elle pourrait réduire certaines des masses précoces impossibles à la normale. Un cauchemar, car cela signifierait que des trous noirs géants existaient à l'aube du temps. Et les trous noirs précoces géants sont un puzzle massif en soi. C'est pourquoi les scientifiques chassent des indices pour distinguer les deux moteurs. Un trou noir en alimentation laisse des traces. Sa lumière scintille d'une manière que la lumière des étoiles ne fait pas. Son spectre montre des signaux larges et sauvages provenant du gaz tournant à une vitesse énorme autour du trou noir. Et la lumière a tendance à provenir d'un seul point central minuscule, au lieu d'être répartie sur le corps d'une galaxie. Lorsque Webb a commencé à chercher ses traces dans les galaxies précoces les plus étranges, il a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Toute une population d'objets petits, intensément rouges et intensément compacts, dispersés dans l'univers primitif, de minuscules points de lumière féroce qui ne correspondaient ni à une galaxie normale, ni à un trou noir normal. Les scientifiques leur ont donné un surnom simple, et ce surnom est maintenant au centre de l'un des plus grands mystères que Webb ait révélé. Ils les ont appelés les petits points rouges. Les petits points rouges sont exactement ce qu'ils semblent être. De petits points de lumière rouge et presque parfaitement ronds, dispersés dans l'univers primitif. Webb en a trouvé des centaines, beaucoup plus que quiconque ne l'attendait. Et ils ont déclenché un débat qui n'est toujours pas résolu. À première vue, un petit point rouge ressemble à une petite galaxie faible.
Mais sa lumière raconte une histoire déroutante. Une partie de la lueur ressemble à un trou noir en alimentation, avec des signaux de gaz rapides et sauvages que les trous noirs géants produisent. Une autre partie ressemble à une vieille lumière stellaire établie. Les deux indices semblent pointer dans des directions opposées en même temps. C'est pourquoi les scientifiques continuent de débattre de ce que sont réellement ces choses. L'idée principale est troublante. De nombreux scientifiques pensent que la plupart des petits points rouges sont principalement alimentés par des trous noirs qui se nourrissent intensément au centre de petites galaxies précoces. Si c'est vrai, cela expliquerait beaucoup de choses. Cela dirait qu'une partie de la luminosité qui nous a trompés dans l'univers primitif provenait en fait de trous noirs, au lieu d'amas d'étoiles massifs. Certaines des masses précoces impossibles pourraient être réduites. Mais ce serait échanger un problème géant contre un autre. Pour briller aussi fort si tôt, ces trous noirs devraient être massifs. Ils devraient avoir des millions de fois la masse de notre Soleil et exister alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. C'est le nouveau cauchemar. Les trous noirs ne sont pas censés devenir si grands si rapidement. Pensez à la façon dont un trou noir grandit normalement. Il commence plus petit et se nourrit de gaz au fil du temps. Il gagne lentement de la masse, car il y a une limite de vitesse à la vitesse à laquelle il peut manger. Si vous nourrissez un trou noir trop rapidement, la lumière du gaz chaud qui tombe repousse le reste du gaz et étouffe le repas. C'est comme essayer de boire à une lance d'incendie. Au-delà d'un certain point, la force repousse la nourriture hors de votre bouche. Selon cette limite de vitesse, un trou noir qui a commencé petit après le Big Bang devrait encore être modeste après quelques centaines de millions d'années. Il ne devrait pas encore être un géant. Mais les petits points rouges et d'autres galaxies précoces pointent vers des trous noirs, géants, assis là trop tôt. Les scientifiques sont donc coincés dans un choix difficile. Et chaque option est étrange. Peut-être que ces trous noirs sont nés grands, au lieu de grandir lentement à partir de graines minuscules. Ils sont apparus directement de l'effondrement de nuages de gaz géants. Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de se nourrir plus rapidement que la limite de vitesse supposée, en mangeant par rafale. Ou peut-être que les petits points rouges sont quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Un tout nouveau type d'objet de l'univers primitif, qui brise nos catégories bien ordonnées. Quoi qu'il soit, les petits points rouges donnent le même message clair que tout ce que Webb a trouvé. L'univers primitif a construit de grandes choses rapidement. De grandes galaxies, de grands trous noirs, une chimie riche, un brouillard dissipé. Tout était bien en avance sur l'ancien programme, et la luminosité n'est que la moitié de la raison pour laquelle ces galaxies se sentent mal. L'autre moitié, c'est leur taille, car en plus d'être trop brillantes et trop riches, ces galaxies antiques sont aussi étrangement, impossiblement petites. Et cette petitesse cache un indice en elle-même. Mais cela nous amène à un domaine encore plus personnel sur la façon dont nous traitons toutes ces informations. Et cela nous amène, aussi contradictoire que cela puisse paraître, à l'une des choses les plus troublantes à propos de ces galaxies précoces, leur petite taille. Notre Voie lactée est une roue étalée. Si vous pouviez la traverser à la vitesse de la lumière, le voyage prendrait environ 100 000 ans. C'est une ville d'étoiles vaste et lâche, finement répartie sur une zone immense. Les galaxies précoces que Webb continue de trouver sont tout le contraire de l'étalement. Elles sont minuscules et étroitement tassées. Certaines des plus brillantes comprimant une quantité massive de lumière, et probablement
une quantité massive d'étoiles, dans une zone de seulement quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière de large. Imaginez prendre la luminosité d'une galaxie entière et la comprimer dans un nœud féroce et intense. C'est comme entasser les gens d'une ville entière dans un seul stade. Cet emballage serré aggrave le problème de la luminosité, car avoir beaucoup d'étoiles est une chose. Avoir beaucoup d'étoiles comprimées dans un volume minuscule, brillant presque du même point en même temps, en est une autre. La lumière qui émane de chaque parcelle de ces galaxies est stupéfiante, bien plus élevée que tout ce qui se trouve dans l'univers calme et étalé que nous habitons aujourd'hui. Et la densité change la façon dont une galaxie se comporte. Lorsque vous tassez les étoiles et le gaz si étroitement, tout s'accélère. Les étoiles se forment plus rapidement parce que le gaz est comprimé et dense. Les étoiles meurent et explosent près les unes des autres. Et leurs explosions frappent le gaz voisin, déclenchant encore plus de naissances d'étoiles. L'endroit tout entier fonctionne chaud et vite. C'est comme un autocuiseur par rapport aux galaxies lentes d'aujourd'hui. Cela correspond à l'image féroce qui s'est formée tout au long de notre histoire. Une galaxie aussi dense est une galaxie sous pression intense, construisant et brûlant à plein régime. Cela expliquerait la lumière féroce, les éléments lourds précoces et le pouvoir de nettoyer le brouillard. Lorsque vous compressez tout étroitement, une petite galaxie peut se comporter comme un géant. Mais la petitesse soulève une question profonde à elle seule. Comment tant de matière s'est-elle rassemblée dans une si petite zone, si tôt, dans l'ancienne et lente histoire? La structure se forme doucement sur une longue période. Le gaz est attiré ensemble. Les galaxies grandissent lâches et grandes par des fusions lentes. Mais une galaxie dense, compacte et entièrement illuminée à l'aube du temps signifie que la matière s'est précipitée ensemble beaucoup plus rapidement et beaucoup plus étroitement que la version douce ne le permettrait. Quelque chose devait attirer tout ce gaz en un seul petit point, dur et rapide, au tout début. La gravité est le suspect évident. Mais le gaz et les étoiles que nous pouvons voir n'ont peut-être pas assez d'attraction par eux-mêmes pour s'assembler aussi rapidement. Cela pointe vers une main cachée, un type de matière invisible que nous ne pouvons pas voir, mais qui façonne tout dans l'univers avec sa gravité. Les scientifiques la connaissent depuis des décennies, mais ne peuvent toujours pas dire ce que c'est. Ils l'appellent la matière noire. Et la matière noire pourrait détenir la clé de la façon dont l'univers primitif a construit ces galaxies à un rythme aussi vertigineux. Pour expliquer des galaxies si grandes, si brillantes et si denses si tôt, l'échafaudage invisible derrière elles aurait dû s'assembler d'une manière choquante précoce. Cela mène à une question qui va encore plus loin que les étoiles et les trous noirs. Et si le véritable avantage appartenait à la partie de l'univers que nous ne pouvons pas voir? La plupart de l'univers est invisible. C'est l'un des faits les plus étranges de toute la science. Et il est au centre du prochain puzzle. Tout ce que vous pouvez voir, chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie, chaque personne, est fait de matière ordinaire. Mettez tout cela ensemble, et cela ne représente qu'une petite fraction de la matière de l'univers. Le reste est caché. Environ 5 fois plus de masse est cachée dans quelque chose d'invisible. Un type de matière qu'aucun télescope ne peut photographier et qu'aucun laboratoire n'a jamais fabriqué. Les scientifiques l'appellent la matière noire. Nous savons que la matière noire est là grâce à sa gravité.
Elle ne brille pas, donc aucun télescope ne peut la photographier directement. Mais elle tire. Les galaxies tournent plus vite que leurs étoiles visibles ne peuvent l'expliquer, comme si une masse invisible supplémentaire les maintenait ensemble. À travers le cosmos, la gravité de la matière noire courbe et façonne tout. C'est l'échafaudage invisible sur lequel l'univers visible est suspendu. Voici comment cet échafaudage a construit des galaxies. Dans l'univers primitif, la matière noire a commencé à s'agglutiner sous sa propre gravité bien avant le gaz ordinaire. Elle a la formée d'énormes taches invisibles que les scientifiques appellent des halos. Chaque halo est un puits de gravité profond, comme un bol invisible posé dans l'espace. Le gaz ordinaire a ensuite roulé en bas de la pente dans ces bols. Le gaz s'est accumulé au centre de chaque halo de matière noire, s'est condensé et s'est allumé en étoiles. Les galaxies sont donc essentiellement des flaques de gaz et d'étoiles brillantes, assises au fond de bols de matière noire invisible. Le halo est venu en premier. La galaxie visible s'est formée à l'intérieur. Maintenant, la question du moment revient plus nettement que jamais. Pour que Webb trouve de grandes galaxies brillantes et denses à l'aube du temps. Les halos de matière noire qui les retiennent ont dû se former encore plus tôt. Les bols invisibles devaient être prêts en premier, assez profonds et puissants pour collecter le gaz à la hâte. L'échafaudage devait être en place avant que le bâtiment ne monte. C'est pourquoi une réponse possible à tout le mystère se cache dans l'obscurité. Peut-être que la matière noire s'est rassemblée en halos profonds, plus rapidement que l'histoire standard ne s'y attendait. Peut-être que ces halos précoces étaient plus denses et plus puissants, attirant le gaz ensemble à un rythme furieux et donnant aux premières galaxies l'avantage qu'elles semblent avoir. Si l'échafaudage invisible a été mis en place tôt, les galaxies brillantes à l'intérieur auraient pu suivre rapidement. Cette idée est à la fois excitante et troublante. Excitante, car elle pourrait expliquer pourquoi les galaxies sont apparues trop tôt, en repoussant le véritable avantage sur la matière noire. Troublante, car nous ne savons toujours pas ce qu'est réellement la matière noire. Essayer de corriger un mystère en s'appuyant sur un deuxième mystère plus profond est un terrain instable, et il y a une limite à la distance que cette réponse peut atteindre. Si les scientifiques doivent trop tordre le comportement de la matière noire pour s'adapter aux galaxies de Webb, ils commencent à tirer sur les fondements de la cosmologie, les règles de base sur la façon dont toute la structure de l'univers grandit. Un petit ajustement est acceptable, mais un grand ajustement signifierait que tout le cadre a besoin de travail. Maintenant, prenez du recul et regardez toute la collection de surprises. Des galaxies brillantes, une chimie lourde, un brouillard dissipé, des trous noirs précoces géants, des corps denses et tassés, une matière noire peut-être pressée. Chaque indice pointe dans la même direction, vers une aube cosmique chaude, rapide et fonctionnant tôt. C'est pourquoi les scientifiques tournent autour d'une idée audacieuse. Peut-être que le doux lever de soleil que nous imaginions n'a jamais eu lieu. Peut-être que l'univers a commencé avec une flamme soudaine et violente. Car nous comprenons maintenant que l'univers n'est pas seulement un endroit où nous vivons. C'est une histoire dont nous faisons partie. Et comprendre le début de cette histoire, c'est en fait comprendre notre propre début. À la fin de ce voyage, en regardant cette lumière ancienne que Webb nous a montrée, nous ne voyons pas seulement des galaxies et des étoiles, nous voyons les racines les plus anciennes de notre propre arbre généalogique cosmique. Et nous apprenons que ces racines sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus violentes,
et ont grandi beaucoup plus rapidement que nous ne l'attendions. Cette connaissance nous rend humbles. Mais elle nous donne aussi l'occasion de nous connecter plus profondément avec l'univers. Le voyage ne s'arrête pas ici, car chaque nouvelle découverte n'apporte pas seulement de nouvelles réponses. Elle donne aussi naissance à de nouvelles questions, plus profondes, plus significatives. Et maintenant, nous nous retrouvons avec cette toute dernière question. Dans ce voyage, nous avons vu à quelle vitesse l'univers a construit ces galaxies. Mais je ne vous ai pas parlé de la véritable explosion de vitesse, ce moment, en bien moins de temps qu'un clin d'œil, où l'univers est passé d'un point plus petit qu'un atome à un espace plus grand que toutes les galaxies en un instant. Dans notre prochain voyage, nous explorerons la véritable explosion à l'intérieur du Big Bang, c'est-à-dire l'inflation cosmique. Êtes-vous prêts